toutes et à tous et bienvenue donc, dans cette sixième édition donc, des lives IMT pour l'industrie du futur. Alors, je me présente, je suis Martine Assar et je suis donc responsable de l'Observatoire des métiers à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je pilote avec nos étudiants donc, ces émissions qui ont pour vocation principale de pouvoir porter un autre regard sur l'industrie dans sa dimension aussi bien technique et technologique, mais aussi organisationnelle et managériale. Alors ce soir, donc sur cette dernière dimension qu'on va revenir et qu'on va surtout consacrer notre live, puisque nous allons parler du travail et de ses évolutions dans un contexte où les crises semblent se succéder et où l'impact de la crise sanitaire a laissé des traces significatives sur cette notion de travail. Donc, nous allons nous demander d'une manière un petit peu provocatoire ce soir si aujourd'hui, eh bien, nous avons toujours envie de travailler. Alors, avec moi ce soir, donc deux étudiants et une alumni qui vont rapidement se présenter. Alors, qui c'est qui commence? Alors, j'ai Noah en premier comme petite vignette. Alors, Noah, je te laisse te présenter rapidement. D'accord, tout d'abord, je tiens à m'excuser, ma connexion Internet ne me permet pas d'activer ma caméra. Du coup, moi, je suis Noah Colas, je suis actuellement en deuxième année en alternance à l'ISTP de Saint-Étienne. Donc, l'ISTP qui est une école qui est rattachée aux mines de Saint-Étienne. Et je viens tout juste, du coup, d'entamer ma deuxième année dans le secteur du nucléaire. Merci Noah. On passe ensuite à Louise. Louise est juste à côté. Louise Levenzuc, je suis alumni d'IMT Atlantique et ça fait depuis plus de 6 mois maintenant que je participe à l'organisation de ces lives. Merci Louise. Et il nous reste Elias pour sa première participation. À toi Elias. Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien Elias, impeccable. Moi c'est Elias Leinendebert et étudiant en deuxième année à Télécom Paris en alternance. Et donc c'est ma première participation à ce live. Merci beaucoup Elias. Alors, pour donc commencer et démarrer un petit peu nos échanges donc, sur cette notion de travail, sur l'engagement, eh bien, nous allons déjà essayer d'apporter un éclairage pratique et concret avec nos différents invités qui viennent et du milieu académique et du monde industriel et que je vais vous présenter brièvement puisqu'ils auront l'occasion de se présenter un petit peu plus chacun. On va commencer par Boris Lombard, qui est président de KSB France. Bonjour Boris. Bonsoir Martine. Ensuite, nous avons Aurélie Dudésert qui nous fait le plaisir également d'intervenir et qui est professeure titulaire en management responsable à l'IS Lab de notre école de management, donc IMT Business School. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous avons également Laure Catoire-Boissé qui est présidente de Catoire Semi. Bonjour Laure. Bonjour. Et nous avons enfin Laurent Bizien qui est directeur général de Martin Technologies. Bonsoir Laurent également. Bonsoir. Donc avant de démarrer ces différents échanges, je voulais donc aussi vous inviter donc à poser d'ores et déjà vos questions dans le chat de live pour qu'en fin d'émission on puisse tranquillement y répondre et surtout je vous invite également à répondre à ce petit sondage de début d'émission qui nous permet simplement de mieux vous connaître. Et pendant que vous répondez, eh bien, je vais passer tout de suite la parole pour notre petite capsule introductive à Louise et à Boris, à qui je laisse tout de suite la parole. Bonsoir tout le monde, encore merci d'être là. Et moi, je vais commencer tout de suite en te demandant, Boris, est-ce qu'on constate des changements importants dans le monde du travail depuis quelques années? Oui, alors en effet, je crois que tous les employeurs, tous les chasseurs de tête vous le diront, on constate une vraie quête de sens, notamment chez les jeunes générations, dans les missions qu'elles recherchent. Alors le sens est consubstantiel à la motivation de tout individu, ce n'est pas l'apanage nécessairement des jeunes générations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas celles-ci en font un prérequis. Elles attendent donc que l'entreprise puisse avoir une mission, un cap, d'autres diront une raison d'être claire, et puis que l'entreprise aussi puisse s'ancrer sur des valeurs solides qui sont vécues au quotidien
au sein de l'entreprise et qui déterminent véritablement la culture de la société. Par ailleurs, je crois que le Covid a été aussi une période favorable à la remise en question des collaborateurs. Nous avons été confinés, nous nous sommes retrouvés donc dans des périodes d'isolement qui ont favorisé l'introspection à un moment où on n'était pas nécessairement nourri, qui plus est par les travaux de groupe, qui étaient rendus beaucoup plus difficiles par la distance et le télétravail. Et puis, nous étions dans une forme dégradée du travail. Quelque part également, le télétravail, c'était beaucoup de tâches répétitives ou en tout cas administratives à régler avec, encore une fois, moins de travaux propices à la créativité. Et ça a finalement suscité chez beaucoup de collaborateurs cette période d'interrogation sur le sens qu'ils mettaient au quotidien dans leurs activités professionnelles. D'accord, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'aspect positif à cette crise? Alors si, je crois qu'il y a eu un aspect positif qui était celui de la nécessité de privilégier la confiance au contrôle, puisque dès lors qu'on télétravaille, on ne pointe plus, on ne peut plus contrôler les employés, et donc finalement le pacte de confiance qui se met en place avec le collaborateur est davantage tourné sur la performance de ce dernier, sur les délivrables en quelque sorte, sur le résultat obtenu. Donc cela vient renforcer ce principe essentiel du management participatif, qui est la confiance. Le fait d'avoir confiance, c'est avoir foi en l'autre. Confiance, ça vient du latin cum fidere, donc avoir foi en quelqu'un. Et finalement, ça peut être opposé d'un point de vue managérial à la notion de contrôle. Alors, quels sont les présupposés de ce management participatif qui devient honnêtement beaucoup plus prégnant aujourd'hui dans l'entreprise? D'abord, je dirais une mission claire, un cadre clair. Il faut connaître l'objectif ultime de l'entreprise et sa stratégie, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise entend remplir sa mission. Quelque part, on base cette confiance-là sur l'intelligence du jeu des collaborateurs, leur capacité, comme dans une équipe de sport co où l'entraîneur ne joue pas sur le terrain, mais finalement entraîne ses joueurs à être capables de réagir face à toute situation et à le faire finalement en connaissance de l'objectif à atteindre. C'est un peu la même chose dans l'entreprise et ça favorise bien évidemment la prise d'initiative au plus près du terrain. C'est un peu comme lorsque vous appelez, par exemple, une plateforme téléphonique et que vous faites part de votre mécontentement et que vous avez généralement deux types de réactions de la part de votre interlocuteur au bout du fil. Soit il vous dit « j'instruis votre demande, j'en réfère à l'étage supérieur et je reviens vers vous dans 2-3 jours ». C'est généralement pas terrible. Ou alors, il prend directement une décision, une initiative pour vous permettre de régler votre problème. Et c'est finalement cette agilité-là, cette capacité à être efficace et à être réactif que l'on essaie de favoriser lorsqu'on favorise la prise d'initiative. Alors, cette prise d'initiative, elle valorise également la capacité à apprendre de ses erreurs, puisqu'il y a toujours une prise de risque dans le fait de libérer l'initiative. Elle peut être malheureuse ou heureuse, mais finalement, elle fait le pari du cercle vertueux de l'apprentissage de ces erreurs qui fait que l'employé responsable ne fait pas la même erreur deux fois et donc cela contribue à créer un système, une organisation plus agile et plus robuste à la fois. Elle suppose donc cette volonté de responsabilisation qui permet le bon degré d'agilité dans le monde très incertain, ce monde VUCA, dans lequel on vit. VUCA, vous avez certainement entendu parler également de cet acronyme, qui est un acronyme anglo-saxon et qui finalement s'en réfère à la volatilité, à l'incertitude dans laquelle nous sommes plongés dans un monde complexe et ambigu. Donc, vous l'avez compris, le management participatif, ça oblige et ça engage à la fois, c'est un outil puissant de la motivation, de la prise de responsabilité des collaborateurs. Ça change fondamentalement le rôle du manager. On n'est plus dans un rôle d'expert qui devrait délivrer son savoir à ses subordonnés. On est davantage dans un rôle de coach avec cette capacité à gérer les apports divers des individus qui forment l'équipe pour atteindre la mission de l'entreprise et en essayant de tirer le meilleur de chaque individu. Dans ce cadre-là, finalement, les soft skills
En d'autres termes, le savoir-être est tout aussi important, voire plus important que les hard skills qui font partie du savoir-faire. Mais c'est pas un peu le monde des bisounours, tout ça, Boris? Quelle est la place de la mesure de la performance dans tout ça? Alors, dans les entreprises, on mesure évidemment la performance. On recherche la performance et on se dote d'indicateurs clés, de Key Performance Indicators, de KPI pour atteindre la performance. Mais le management participatif fait usage d'un levier essentiel de la performance qui est le maniement du feedback. Et le feedback est essentiel dans l'entreprise. Encore faut-il maîtriser correctement les techniques de feedback. Elles se fondent sur le constat de faits tangibles. Typiquement, je constate que tu n'as pas atteint ton objectif, assorti de la perception que ça génère en moi comme manager. C'est-à-dire que mon ressenti est que tu n'as pas, sur cet objectif, donné le meilleur de toi-même et une invitation à faire autrement. Je te propose d'agir demain ainsi. Donc, en appliquant cette technique de feedback, on protège d'un côté l'intégrité morale de l'individu, il n'y a pas de jugement de valeur, on essaie d'améliorer sa performance et on protège également la relation que l'on a avec ses collaborateurs. En d'autres termes, c'est une manière de générer du feedback sans concession et d'appliquer cette devise qu'appliquent souvent les anglo-saxons, qui est le fait d'être soft on relationship, but hard on facts. Ah, on t'entend Attention, pas. Louise. Pardon. Du coup, je disais, Boris, pour résumer tout ça, quels sont pour toi les principaux marqueurs pour les entreprises de ces nouvelles habitudes de travail? Alors, il y a effectivement plusieurs marqueurs que l'on remarque. Il y a des hiérarchies beaucoup plus plates, moins verticales. Bien évidemment, une liberté d'expression, la liberté d'exprimer son désaccord, ça me paraît important. Des débats contradictoires dans l'entreprise naissent des décisions beaucoup plus robustes. Évidemment, la transparence de l'information. On est dans un monde dans lequel l'information est reine. On a chacun un smartphone, donc tout le monde a accès à une foultitude d'informations. C'est un petit peu la même chose dans l'entreprise, avec maintenant des systèmes d'information très performants. On remarque aussi parmi les marqueurs l'efficience des outils qui permettent de digitaliser beaucoup de tâches à valeur ajoutée plus réduite pour véritablement miser sur la concentration des individus sur les tâches à valeur ajoutée, la confiance, j'en ai parlé, des valeurs centrées véritablement sur les individus qui sont réellement vécus dans l'entreprise, des connexions interpersonnelles très fortes, une organisation du travail plus souple. Le télétravail, maintenant, ne fait plus débat. Je crois que même dans les entreprises industrielles où, bien évidemment, une forte partie des collaborateurs ne peuvent pas télétravailler, c'est le cas chez KSB, puisque nous sommes fabricants de pompes et de vannes. Nous avons quand même 40% des salariés qui télétravaillent. Et puis, l'attractivité du lieu de travail. Nous on travaille beaucoup sur le présentiel aujourd'hui, sur le fait de valoriser les moments de présence dans l'entreprise, parce que ce sont des moments où on peut se reconnecter à l'équipe, où on est généralement beaucoup plus créatif, où on se transmet aussi beaucoup de savoir-faire. Le savoir-faire se transmet parfois à la machine à café de manière beaucoup plus informelle qu'on ne le croit, et où on peut véritablement faire avancer l'entreprise et faire avancer le groupe. L'attractivité du lieu de travail est un élément également essentiel aujourd'hui. D'accord, Boris. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour cette introduction. Avant de passer la main à Noah et Elias, ainsi que nos intervenants pour développer ces différentes thématiques, je vais vous faire un peu le point sur le groupe de travail des lives pour l'IMT Lab de l'IMT. Donc, de notre côté, tout se passe bien. On continue de travailler sur des nouvelles thématiques. Et s'il y a des élèves qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de choses à faire. Voilà. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Noah et Elias, je vous laisse la main. Merci, Louise. Parfait. Noah, tu peux y aller si tu veux. Oui, merci beaucoup, Louise. Du coup, je vais commencer par interroger Madame Dudezer, qui du coup, vous êtes professeure. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de vos activités de recherche, s'il vous plaît, à l'IMT, mais aussi à AIS Lab?
Oui, merci beaucoup, Noah. Oui, moi, je suis professeure, effectivement, à l'Institut Mines-Télécom Business School, au sein du département technologie, information et management. Donc, je ne suis pas professeure en responsabilité sociale, Martine, non. Je suis en management des systèmes d'information. J'essaye de comprendre justement l'impact des outils digitaux sur les pratiques de travail et comment est-ce que ça change la nature de ces pratiques de travail au quotidien. Et donc, je suis aussi responsable d'IS Lab, INTBS, comme le précisait Martine, qui est une structure d'expérimentation et de recherche sur justement la transformation digitale au niveau de la société et des entreprises. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est pour ça qu'on a beaucoup échangé avec Martine, parce que dans ce cadre-là, nous avons créé avec ma collègue Florence Laval de l'IAE de Poitiers un observatoire du New Normal au travail qui étudie donc sur une durée, c'est une étude longitudinale, les évolutions des pratiques de travail depuis le démarrage de la crise Covid et donc les nouvelles formes de travail qui émergent petit à petit avec la perspective du salarié et du manager de proximité. D'accord. On pourrait savoir ce que le titre, du coup, un petit peu provocateur, vous inspire? Oui, alors quand on en avait parlé, j'avais effectivement réagi au titre, parce que le titre que vous avez donné à ce live, c'était la reprise a-t-on toujours envie de travailler? Donc ce que moi, ça m'avait inspiré, c'est que c'était une fausse question, ou alors c'était vraiment une question de riche, parce que de toute façon, on n'a pas tellement à se poser la question, on doit tous travailler. C'est quand même une nécessité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, mais aussi pour socialiser, donc c'est pour se développer. Alors, il y a des personnes qui sont empêchées de travailler, ça c'est vrai, mais globalement, on a quand même besoin de travailler. Néanmoins, la question que vous posez, elle est souvent posée aujourd'hui dans la presse, parce que c'est vrai que le travail demande un effort et qu'on n'a pas toujours envie de fournir cet effort. Et en fait, votre question, elle pose la question de la motivation des salariés au travail. Et comment est-ce qu'on fait pour se motiver à travailler? Alors aujourd'hui, dans la presse en général, et souvent dans le discours des entreprises d'ailleurs, on entend que les salariés ne seraient pas motivés, qu'il y aurait vraiment une très grande démotivation. On parle de grande démission. On parle aussi du quiet quitting, donc qui consiste en fait à faire le minimum dans son travail. Et on se dit que finalement, en France, en tout cas, c'est ce qui circule, les gens n'ont pas très envie de travailler. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il faut remettre ça, je crois, en perspective par rapport à trois éléments qui caractérisent un peu la période dans laquelle on est aujourd'hui. Le premier élément, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, les entreprises font face à une pénurie de personnel, une pénurie de salariés. On est dans une période où il y a une reprise d'activité qui est assez forte et il y a des activités qui n'attirent pas, qui n'attirent plus. Il y a certains métiers qui ne sont pas attractifs. Voilà. Il y a certaines conditions de travail aussi qui ne sont pas attractives au regard d'autres conditions de travail qui sont proposées. Il y a des valeurs d'entreprise, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui n'attirent pas non plus. Et puis, il y a certaines qualifications qui sont très demandées aujourd'hui et qui sont très rares. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation assez inédite, depuis très longtemps en tout cas, parce qu'on a une très forte tension sur le marché du travail, mais qui s'est renversée par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de personnes qui veulent embaucher des personnels que de personnes qui veulent se faire embaucher. Et donc, effectivement, on a beaucoup de gens qui démissionnent dans les entreprises, mais elles ne sortent pas du système productif, elles vont dans d'autres entreprises très vite. Il y a une grande mobilité sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est quand même la première caractéristique qui fait qu'on se pose cette question de la motivation, en particulier en France. Il y a une deuxième raison qui est que, en réalité, les salariés français sont particulièrement
vraiment fatigués. Et il y a un climat général de fatigue et de morosité qui est très perceptible et qui est lié à une accumulation de crises, comme l'évoquait Martine en début d'échange, qu'on a un petit peu oublié aussi. Mais il y a eu quand même toute une succession de crises. La première crise, ça a quand même été la crise de 2008. Alors, elle paraît un petit peu loin, mais en fait, elle a beaucoup marqué les salariés français par son ampleur. Donc, les Français restent quand même très marqués par ça. Ensuite, on a eu la crise Covid. Là, on s'en souvient quand même assez bien. Et on a tous été, en tant que salariés, touchés, à la fois par la maladie, certains par la mort. D'autres ont aussi été très touchés, enfin, beaucoup ont été touchés par des transformations fortes des conditions de travail qui ont été très brutales. Ça n'a pas été si facile. La guerre en Ukraine conduit à une autre crise où là, on doit changer la manière de travailler parce qu'on a des pénuries sur certaines matières premières, des pénuries énergétiques. Et puis, on a une crise écologique qui est arrivée au grand jour, enfin, dont on a pris conscience au grand jour il y a quelques temps. Ça fait beaucoup. Et dans un climat sociétal en France très spécifique, où on a quand même une crise sociétale latente depuis plusieurs années, qui a à la fois pour cause et pour conséquence à la fois les attentats de 2015 qui ont profondément marqué, les mouvements des Gilets jaunes qui ont vraiment aussi créé beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fatigue, les grèves de décembre 2020 qu'on a oubliées mais qui sont arrivées juste avant la grève et qui ont juste avant la crise Covid et qui ont beaucoup marqué. Et aujourd'hui, on a le blocage des raffineries qui réveille un peu tout ça. Bon, les conséquences, c'est qu'on a quand même beaucoup de Français qui sont des citoyens, mais qui sont aussi des salariés, qui sont fatigués, qui sont assez moroses. Il y a un climat de morosité globale en France. Alors, on peut, à tort ou à raison, il y a beaucoup de personnes qui ressentent vraiment une anxiété. C'est ce que Pierre Rosanvallon, l'année dernière, dans un essai qu'il avait écrit, avait qualifié d'épreuve de l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se vivent comme vivant une épreuve particulière, qui est celle d'une incertitude constante, qui crée comme conséquence un comportement anxieux et surtout une défiance vis-à-vis des institutions, dont les entreprises. Donc, il n'y a pas forcément un manque de motivation, mais en tout cas, il y a une défiance à cause de ça, et on doit le constater. Et puis, la troisième caractéristique, c'est que, il faut quand même le dire, les entreprises payent aussi les conséquences de modes de management qui ont été déployés depuis une vingtaine d'années, qui ont fait qu'elles ont individualisé, voire atomisé les collectifs de travail. Et ce qui fait qu'on ne peut pas demander non plus à des salariés d'être investis et motivés pour un collectif de travail quand on a mis en place des modes de management qui avaient pour rôle de casser ces collectifs de travail. Donc ça, on l'a vu très clairement. Il y a eu des démarches managériales qui avaient leur sens, mais qui conduisaient in fine à casser ces collectifs pour gagner en flexibilité, pour gagner en productivité à court terme. La crise Covid a encore accru ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des collectifs qui sont très, très, très atteints. Et on a conduit, en plus, souvent, c'est-à-dire pour faire face à toutes ces transformations, on a encore accru les choses en expliquant que pour que l'organisation aille bien et pour qu'un nouveau collectif aille bien, tout reposait sur les individus et non pas sur une vraie transformation des processus et de l'organisation du travail. La solution qui était posée, par exemple, à la transformation digitale que moi j'étudie beaucoup, c'était il suffit de former les salariés aux outils et l'organisation suivra. Sauf qu'une organisation, ça ne suit pas. ça n'émerge pas spontanément. C'est pas possible. Donc, du coup, aujourd'hui, on a dans nos enquêtes, ce que disent, c'est vrai, les salariés français, ils disent deux choses. Ils disent d'abord, moi seul compte, c'est-à-dire que je prends ce que j'ai à apprendre dans l'entreprise et le reste, si je ne suis pas satisfait, je m'en vais. Et puis, l'autre chose qu'ils nous disent, je veux un cadre clair de travail et je veux des règles claires. S'il n'y a pas de règles claires, c'est moi qui définis les règles. Donc là, on a vraiment une situation qui est inédite parce qu'on a des salariés qui renversent complètement le rapport à l'entreprise
et c'est eux qui finalement posent les règles de la motivation. Donc c'est ça, votre titre m'avait inspiré ça en fait, quand vous m'avez, j'avais trouvé ça provocateur, mais en même temps ce qui soulevait des vraies questions vu le contexte actuel. D'accord, merci. Comme vous le disiez, dans ce contexte un petit peu inédit, incertain même, comment est-ce qu'on pourrait réparer cette défiance qu'ont les salariés envers leur entreprise? Alors, moi je n'ai pas de réponse universelle, hein, attention. Je vais juste là évoquer quelques pistes, quelques idées par rapport à ce point-là. Mais logiquement, vu l'analyse que je viens de poser, moi je pense que la première chose, ce serait quand même de prendre en compte ce climat d'anxiété et de fatigue générale. Je pense que c'est déjà un premier point. En tant que chercheur, j'ai été très frappée que à la fin de la crise Covid, beaucoup d'organisations décident de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé, on n'évoque pas les difficultés qui ont pu être rencontrées. Bon, c'est quand même, ça a quand même marqué tout le monde. Hein. On n'a jamais été enfermé chez nous pendant 2 mois et demi sans pouvoir en sortir. C'est pas rien, quoi. Donc, on travaille avec des êtres humains. Le fait d'en parler, de dire comment on l'a vécu et comment est-ce que ces situations ont pu impacter le travail paraissait important. Pourtant, très très peu d'entreprises l'ont fait. Alors, c'est pas à fustiger, hein, c'est juste un constat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est important de le faire, c'est-à-dire de prendre en compte qu'on ne travaille pas avec des individus qui sont au mieux de leur forme, incontestablement. Donc ça, déjà, ça permettrait peut-être de reconcevoir des règles de travail un peu plus appropriées au contexte actuel et qui ferait que les salariés se sentiraient un peu plus pris en considération. La deuxième chose sur laquelle là, par contre, j'insiste, c'est que je pense qu'on est vraiment motivé au travail quand on a des règles de management qui sont claires. Et aujourd'hui, ces règles-là, les règles du quotidien, elles sont particulièrement floues. Et on a besoin d'avoir des règles que tout le monde comprend, qui sont opérationnelles sur le terrain et donc qu'on soit capable de mettre en œuvre. Le management, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas du discours. Hein. Le management, c'est planifier les tâches, coordonner les tâches et contrôler l'exécution des tâches. C'est tout. Ça se fait avec des hommes, mais c'est que ça, le management. Donc, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui autour de ces 3 tâches, qui ne sont quand même pas hyper compliquées. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en fait, je pense que mettre des choses assez claires autour de ces 3 éléments-là en disant comment on fait pour planifier les tâches, comment on fait pour contrôler les tâches, comment on fait pour exécuter les tâches, ce serait déjà un premier pas qui redonnerait un peu de stabilité et donc de motivation aux collaborateurs. D'accord. Pour conclure ce petit échange avec vous, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les évolutions que vous pensez qui pourraient arriver, quelles sont les nouvelles attentes et les besoins des entreprises? Oui, alors oui, quand on a commencé à échanger sur ce sujet, je me suis trouvée un petit peu prise de court en fait, parce que j'ai pas une visibilité claire, soyons honnêtes. J'ai l'impression qu'on vit une époque assez charnière, dans lequel il y a vraiment un enjeu autour de cette motivation des salariés au travail. Aujourd'hui en France, je parle bien de la France, hein, je ne parle pas d'autres pays, mais en France, une entreprise, elle va vraiment pouvoir créer de la valeur et donc exister sur un marché parce que soit elle produit ou elle vend du service, soit elle est innovante sur un produit, ou les deux. Hein. Et clairement, ça demande de mobiliser des salariés dans leur subjectivité. C'est-à-dire c'est des individus dans tout ce qu'ils ont de subjectif. Je prends souvent cet exemple, mais moi, quand je choisis une babysitter pour mes enfants,
Je ne choisis pas une babysitter simplement parce qu'elle a 2 bras, 2 jambes et qu'elle est capable de courir derrière mes enfants. Je choisis en fait une babysitter parce que derrière, j'ai une relation de confiance, je me dis qu'on partage un certain nombre de valeurs, etc. Bon, donc c'est là le service. Le service, il est là. C'est-à-dire que la différence va se faire sur ce qu'est un peu la personne, sur ce qui est sa subjectivité, en tout cas la subjectivité qu'elle veut montrer dans le travail. Et si on n'est pas capable dans une entreprise finalement de réengager les personnels dans un projet collectif, ça va être difficile. Alors, moi, je pense que tout va se jouer vraiment sur la capacité des directions générales à renouer avec la pratique terrain et à revenir sur le quotidien du travail. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises françaises, on a eu un éloignement fort des directions générales par rapport au travail au quotidien. Les directions générales ne déméritent pas. Elles font un travail qui est compliqué, qui est de se situer dans un environnement qui est très flou et qui, effectivement, change très vite. Néanmoins, elles ont des discours qui ne sont pas compris et ne sont pas entendus par les gens qui travaillent au quotidien. Et là, il faut arriver en fait à ce que les deux puissent arriver à se comprendre et à dialoguer ensemble. Et ça, c'est difficile. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu qui est important. Je crois que pour les grands groupes, ça va être très compliqué. Je pense que pour les PME et PMI, c'est beaucoup plus simple à faire parce que c'est dans une entreprise à taille plus humaine. Et moi, je crois beaucoup plus que là, l'engagement des collaborateurs va être effectif. Voilà. Et on le voit d'ailleurs chez nos étudiants. Les étudiants, aujourd'hui, préfèrent rejoindre des PME, PMI que des grands groupes. Ça dit beaucoup de choses, ça. C'est quand même un grand signe. Donc voilà, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Noah, mais en tout cas, j'ai essayé. Si, c'est parfait. Merci de cette réponse détaillée. Je vais maintenant passer la parole à Elias. Oui. Alors maintenant, pour passer au second entretien, on va interroger Laurent Bizien. Donc Laurent, vous êtes directeur général de Martin Technologies. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter l'activité de votre entreprise? Bonsoir à tous. Laurent Bizien, moi je suis directeur général d'une PME familiale qui a été créée il y a 93 ans. On est une centaine de collaborateurs. Et donc nous, on a plusieurs activités, mais l'activité principale, on est dans l'industrie, on fait des étiquettes et les plaques pour les industriels de façon générale, pour le milieu du luxe. Et on fait aussi des activités de clavier, donc ce qu'on appelle des interfaces homme-machine. Pour prendre un exemple tout bête, sur les respirateurs, il y a un petit clavier avec des boutons, on fabrique ce type de produit. Voilà. Donc moi, j'ai rejoint cette entreprise il y a 9 ans et demi pour en prendre la direction opérationnelle, puisque notre président est la 4e génération à la tête de l'entreprise qui se transmet de génération en génération depuis sa création. Ok, et donc, dans votre entreprise, quels sont les changements que vous avez pu constater entre la période d'avant le Covid et d'avant la crise ukrainienne jusqu'à maintenant? Et puis, quelles conséquences vous avez pu constater depuis ces périodes-là, depuis ces 2 dernières années? Je vais revenir et converger sur ce qu'Aurélie exprimait tout à l'heure. C'est qu'on vit un monde où le champ des contraintes a fortement évolué, quoi, hein. Il y a eu la crise 2008-2009, mais jusque-là, on va dire qu'on était un peu dans la récupération de cette crise-là, essayer de retrouver de la profitabilité dans les entreprises, retrouver du business, puisque pour beaucoup, on en avait beaucoup perdu, mais sur quelque chose qui était relativement prévisible. Voilà, on prend tant de pourcents de croissance tous les ans, on fait des plans, on imagine ce qui va se passer. Et là, ce qui se passe depuis 2020, notamment avec la crise Covid, c'est que finalement, toutes les prévisions disparaissent. Il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Je me discutais avec un directeur commercial d'un grand groupe agroalimentaire qui me dit « J'ai passé 8 mois à construire mes prévisions et en un jour, elles sont mises à plat, quoi. Le 16 mars, on décide de tout fermer, ça y est, c'est terminé. Toutes mes prévisions ont disparu, donc tout mon travail, voilà. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est ces contraintes
autour de la santé par rapport au Covid, la crise sur les matières. Nous, on a découvert, on se disait, bah, on est peinard, la crise ukrainienne ne va pas nous toucher. Pas de bol, on consomme beaucoup d'aluminium. Et il se trouve qu'une des matières premières pour faire de l'aluminium est à 80% issue d'Ukraine. Donc finalement, on est tous impactés d'une manière ou d'une autre. Les coûts de l'énergie qui explosent. Nous, on s'est pris une hausse, là, on a pris 250% d'augmentation de notre facture. Donc voilà, le coût de la vie, l'inflation. Donc on voit que le jeu de contraintes que les entreprises et que chaque collaborateur subit a littéralement explosé et c'est pas fini. La crise climatique, on la vit là sur les étés, mais il faut savoir que, à mon sens, ça va pas s'améliorer. Donc il va falloir agir pour transformer nos modèles et puis surtout impacter positivement notre planète. Donc ça, voilà, c'est des éléments qui arrivent, sur lesquels on n'est pas forcément préparé. Enfin, en tout cas, les directions générales ne sont pas préparées à ça. Pour la plupart d'entre nous, on était dans la prévision, on fait des plans d'action. Et là, tout change. Le contexte change, les décisions à prendre changent. Et on se rend compte que nous, on a eu de la chance, on l'avait compris il y a déjà pas mal d'années, c'est que si on est tout seul ou si on est à 10 à prendre des décisions avec ce jeu de contraintes-là, c'est absolument impossible. Le cerveau humain n'est pas capable de gérer tout ça. En tout cas, le cerveau de très peu de personnes ne peut pas le gérer. Donc voilà, du coup, ce qui amène aux conclusions et aux éléments qui ont été présentés précédemment, la force d'un collectif, la responsabilisation des collaborateurs, etc. Ouais, et donc pour revenir sur ça et sur aussi ce dont avait parlé Aurélie, on voit que les salariés, surtout, en particulier les jeunes, ont de plus en plus d'attentes envers les entreprises, que ce soit des préoccupations environnementales, le télétravail, la quête de sens. Et comment vous, chez Martin Technologies, vous faites pour faire face à ces nouvelles attentes des salariés? Alors nous, sur les attentes, pour prendre un exemple précis, le télétravail, chez nous, ça n'a pas trop pris. On a rendu possible le télétravail à qui le voulait. On a 55 personnes en production sur les 100, donc on en a quand même 45 qui ont sur des fonctions office. Mais notre culture d'entreprise qui s'apparente à une culture un peu tribale fait que le lien social est tellement important que les gens choisissent de venir physiquement travailler dans les bureaux. On a, je sais pas, j'ai peut-être 5-6 personnes qui font du télétravail une journée par semaine de temps en temps, quoi. Donc finalement, c'est pas. Alors, ce qui rend sélectif le choix, même dans nos recrutements, clairement, un jeune collaborateur, enfin un collaborateur qui veut nous rejoindre, qui nous dit, moi, je veux télétravailler 4 jours par semaine, il rentrera pas chez nous. Pas parce qu'on est contre le fait qu'il fasse du télétravail, tout simplement parce qu'il ne sera pas accepté par le collectif. Donc finalement, le sens profond qu'il y a chez nous, c'est la force du collectif et la priorité, c'est le collectif. Donc du coup, en tout cas sur cet exemple-là, pour nous, c'est un élément plus de choix qu'autre chose. Après, dans ce qui est important, c'est clairement la quête de sens. C'est à quoi sert mon job? On l'a beaucoup vécu pendant la crise Covid et nous, on a dû renvoyer des gens à la maison. C'est une période où on a fait des moments d'écoute et d'échange juste après le premier confinement, donc on a pu détecter tout ça. Mais on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas super bien vécu, quoi, le fait d'être renvoyé à la maison. Alors, ceux qui avaient des grands jardins étaient contents tant qu'il y avait de l'entretien à faire. Après, ils se sont dit, ouais, mais à quoi je sers en fait? Je suis salarié d'une entreprise, je sais pas, je suis comptable, et on me dit, non, reste à la maison, on n'a pas besoin de toi, quoi. Donc la quête de sens a été encore plus prépondérante et du coup qui va vraiment en lien avec aussi, et ça on l'a découvert de plus en plus, à quoi sert ma boîte, est-ce qu'elle est vertueuse, c'est quoi son impact sur le climat, c'est quoi son impact social, est-ce qu'elle prend soin de ses équipes. Nous, notre priorité sur la crise Covid, on a renvoyé tout le monde à la maison parce qu'on s'est dit, ce virus, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc, on va gérer les clients, on se débrouillera, mais tout le monde rentre à la maison et on voit comment on gère après, quoi. Donc, quelles sont les priorités de l'entreprise? Moi, ma conviction, c'est que la priorité d'une entreprise comme la nôtre, c'est pas de vendre des plaques et des étiquettes.
c'est de garantir un emploi pour une centaine de personnes, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et c'est aussi que cette entreprise, dans 90 ans, existe toujours. Pour moi, la mission majeure, elle est là, en fait. Donc, même si elle n'est pas écrite, il y a un rôle de transmission sociale au fil des générations, et puis de répondre à des besoins, comme l'a dit Aurélie, hein, on a besoin de travailler parce que il faut subvenir aux besoins de sa famille, et ça, même si ça ne doit pas être l'essence même de venir travailler, c'est quand même un facteur extrêmement important. Et on le voit encore plus maintenant avec tout ce qui est évolution du coût de la vie, l'inflation. Chez nous, où le climat social globalement est plutôt très bon, on se retrouve avec des tensions qui sont apparues depuis quelques semaines parce que on nous dit ouais, mais tout augmente, donc est-ce que l'entreprise peut tout couvrir, quoi? Et là, la réponse est on aimerait bien, mais non. Nous, déjà, rien que la facture d'électricité a tout bouffé. Donc oui, il y a, voilà, il y a des besoins, qui ont fortement évolué. Et ce qui nous va très bien, c'est que quand on intègre de nouveaux collaborateurs, ces questions-là soient abordées dès le début. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On vient nous questionner sur, au niveau RSE, vous faites quoi? Donc on sent que les nouveaux collaborateurs sont attentifs. Et à mon sens, alors je ne sais pas, dans la mesure où on vit vraiment les choses, c'est dur d'être objectif, mais je pense qu'ils cherchent à détecter la cohérence aussi. Est-ce qu'on est authentique dans ce qu'on dit? Oui, on est une super boîte, tout est green chez nous. Oui, bon, on fait de la gravure chimique, on a des produits chimiques, donc il y a comme des enjeux, des difficultés industrielles derrière, donc on essaie de faire au mieux, en fait. Je pense qu'ils viennent tester les organisations pour savoir clairement à qui ils ont affaire, et pas on me vend quelque chose et quand j'y suis, et ça, il y a des grands groupes qui le vivent, les collaborateurs qui arrivent et qui au bout de 2 semaines sont repartis. Parce que la promesse, elle n'est pas au rendez-vous. Et, donc, un peu pour conclure cet échange, selon vous, donc, quelles sont les principales forces de votre entreprise vis-à-vis de vos salariés, que ce soit l'autonomie que vous leur conférez, la responsabilité, la prise de risque aussi, et la confiance que vous entretenez avec eux, et puis aussi la place des valeurs d'une entreprise pour vous, pour se souder, comme vous avez dit, le collectif, et fidéliser aussi les sélectifs. Dans nos forces principales, je pense que c'est la confiance. C'est qu'on est sincère sur la confiance qu'on accorde à nos collaborateurs. Et donc, tous ceux qui ont envie de s'épanouir dans cet environnement-là, de prendre des responsabilités, peuvent le faire. On force personne parce que c'est pas adapté à tout le monde, mais on a clairement des collaborateurs qui se sont véritablement libérés et qui prennent des responsabilités, des décisions, qui achètent des machines sans en référer à la direction. Enfin, on a eu quand même. Donc, je pense que dans nos forces, il y a ça, le fait qu'on est sincère sur nos démarches de responsabilisation. Et oui, bien sûr, l'importance des valeurs. Chez nous, elles sont plutôt implicites qu'explicites. En tout cas, jusqu'au 10 novembre, puisque on va mener justement un travail collectif d'écriture de notre vision à 10 ans et de consolidation de notre référentiel de valeurs, parce qu'on s'est aussi rendu compte que ça allait nous aider que de partager ces valeurs-là et de se dire finalement on se rejoint là-dessus, quoi. Voilà le terrain de jeu sur lequel on se rejoint et qui, comme Aurélie vous l'avez dit, il faut que le terrain de jeu soit clair, en fait, hein. Moi, je vois ça comme un terrain de football. Il y a des limites, il y a des règles du jeu. Elles doivent s'appliquer à tout le monde. La particularité, c'est qu'on souhaite les écrire tous ensemble. Et à partir de là, elles sont applicables à tous, quoi, hein. Du directeur général jusqu'à n'importe quel opérationnel. C'est tout le monde respecte ces règles-là. Si je ne les respecte pas, je sors du jeu, je quitte l'entreprise ou je change de comportement. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, soude beaucoup. Il faut un projet commun. Voilà. Pendant la crise Covid, le projet commun, c'était on se battait contre le Covid. Donc ça a soudé les effectifs, ça a été extrêmement puissant. On s'est bien douté que ça n'allait pas durer indéfiniment. Donc à un moment, est-ce qu'on se soude contre quelque chose ou est-ce qu'on se soude pour quelque chose? Et on s'est dit, ce qu'on veut, c'est écrire cette vision, cette ambition à 10 ans,
Et c'est dans cette direction-là qu'on doit regarder. Et du coup, ça va souder l'effectif parce qu'on est bien sur un objectif qu'on a tous, quoi. Donc, voilà ma vision des choses. Merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Noah de nouveau pour le prochain entretien. Merci Elias. Je vais donc pouvoir maintenant interroger Laure Catoire. Du coup, vous êtes présidente de Catoire Semi. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Je vais surtout présenter l'entreprise. Pour la petite histoire, ce que j'entendais Aurélie tout à l'heure parler d'IAE, je suis une ancienne élève de l'IAE, moi. Voilà. Sinon, moi, je représente la 3e génération de Catoire à la tête de l'entreprise Catoire Semi, qui est une entreprise implantée dans le département de l'Indre, pas très loin de la société KSB d'ailleurs. Et puis, donc nous, on réalise une entreprise de la métallurgie, une jeune PME de bientôt 65 ans, et on réalise des outillages de forge, de fonderie pour l'industrie aéronautique et automobile. Également, on usine des pièces issues de forgeage pour l'aéronautique, donc des pièces avionnables. Grosse responsabilité parce que on ne fait pas n'importe quoi avec ces pièces-là. Donc effectivement, le cadre, les règles chez nous, c'est quelque chose de culturel. Et pour ça, on a une 60aine de collaborateurs au service de ces industries. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences que la crise Covid a eues sur votre entreprise, sur votre activité? Bon, je vais écarter la conséquence économique et financière. Ça a été extrêmement violent, vous vous en doutez, hein, aéronautique, automobile, les avions restés cloués au sol, on est seulement en train de s'en remettre. Hein, et puis on tombe dans, du coup, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le re-ramp-up, hein, dans l'aéro, où on doit être présent en garde-à-vous pour lancer tous les avions avec des trajectoires. Alors pour nous, ça va à peu près, mais on a des clients qui ont des trajectoires qui n'arriveront pas à tenir. Pourquoi? Simplement parce que nous, pendant cette crise, on décide de ne pas licencier économique. Donc protection totale sur les salariés. On a eu des baisses d'effectifs, mais ce sont des choix qui ont été menés pendant la crise Covid. Oui, des questionnements sur le sens de la vie, qu'est-ce que je vais faire, quelle est ma place dans la société, etc. Donc des gens qui partent d'eux-mêmes, mais pas de licenciement éco. Par contre, moi, ce que je retiens aujourd'hui de cette crise, et ça a été évoqué par Aurélie tout à l'heure, c'est ce manque de lien. D'un seul coup, les gens qui se retrouvent... on avait un petit peu les on et les off, ceux qui étaient dedans, ceux qui n'y étaient pas. Alors, il y a ceux qui l'ont choisi de manière délibérée, ceux qui se sont retrouvés à avoir, je dirais presque l'opportunité d'aller garder les enfants et de rester chez soi. Mais pour beaucoup, l'essentiel d'ailleurs, c'est ceux qui se retrouvent à devoir garder les enfants à la maison et ne plus pouvoir rien faire, d'être coincés, d'être presque pris au piège à l'extérieur, et en plus, dans une entreprise industrielle, d'être presque mal vus par ceux qui étaient à l'intérieur, parce qu'on avait cette espèce de relation étrange de ceux qui disaient ben nous, on est au front, nous, on est la chair à canon, et puis les autres, ils sont protégés. Alors qu'ils n'étaient pas du tout protégés en réalité. Donc on a subitement une cassure du lien. Et ce qui a été difficile pendant très longtemps, et encore jusqu'à cette année finalement pour nous, c'est cette impossibilité qu'on a de retrouver les moments de convivialité. Et chez nous, c'est culturel, la convivialité. On est des terriens, donc on a culturellement 2 fois l'an au moins des événements qui sont dédiés à créer du lien. En dehors de notre quotidien, hein, bien sûr, mais on a 2 moments, des momentum où on arrête tout et on se retrouve et on échange. C'était très compliqué. Ça va mieux. D'accord.
Bien, justement, vous parliez de personnes qui partent et vous disiez que créer des liens, c'était quelque chose d'essentiel en entreprise. Lorsque des candidats s'intéressent à votre entreprise, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à leurs critères? Ah, c'est par rapport au fait qu'on est localisé en milieu rural, j'imagine. Oui. Oui, Selon là, c'est loin des grandes métropoles. Alors oui, c'est vrai qu'on est localisé en milieu rural. Et quand on a préparé cette émission, je vous ai dit que finalement, ce qui était valable hier, oh là là, je ne veux pas aller me projeter en pleine campagne, bah, finalement, c'est devenu redoutablement tendance. Le retour aux sources, à la terre, etc. Donc nous, on est redevenu tendance. C'est la bonne nouvelle. Mais on a aussi dit que tout ça, c'était pas non plus quelque chose de spontané. Je veux dire, arriver, alors je vais volontairement forcer le trait, mais arriver de Paris intramuros et se retrouver à Martisère, ça s'improvise pas. Donc, nous, ce qu'on a fait il y a quelques années pour faciliter cette transition, c'est qu'on a mis en place des logements qui permettent aux gens qui s'intéressent, bah, tout simplement, c'est de venir voir. C'était un peu la proposition de départ, c'est de dire, bah, vous êtes intéressé, mais finalement, vous ne savez pas trop si oui, sinon, ça va être votre devenir à vous, votre souhait. Entre le dire et le faire, il y a un pas. Et nous, on propose des logements avec une grande agilité où finalement, en 8 jours, vous pouvez venir et pratiquement du jour au lendemain, vous pouvez repartir. Ça permet aux gens de venir tester. Voilà. La force de la preuve. On parlait tout à l'heure de l'alignement hein, entre ce qu'on dit et ce qui se passe. Bah, au moins, avec ces logements, les gens peuvent venir voir. Voilà. Et puis, après, simplement, qu'est-ce qui fait aussi que possiblement des gens qui ne seraient pas venus font ce pas aussi, c'est le caractère d'entreprise familiale. J'imagine que chez Martin Technologies, vous avez la même chose. On a parlé tout à l'heure Boris, je crois, disait qu'on a des organigrammes ramassés. Et c'est vrai que nous, on a fait cet effort pendant cette crise Covid de retravailler l'organigramme pour avoir quelque chose d'encore plus plat et de vraiment transversal pour générer justement du lien et de l'échange direct. D'accord. Y a-t-il, en plus de tout cela, y a-t-il d'autres initiatives que vous avez pu prendre afin de répondre du coup aux défis d'attractivité dans les recrutements, mais également dans la fidélisation de vos effectifs? Alors, des initiatives, en fait, on en a tout le temps. Pour le coup, parce que nous, on vit de projets. En tout cas, moi, je vis de projets. Donc, c'est ce à quoi je soumets à mon équipe qui est redoutablement consentante. Donc, pendant finalement cette crise, au travers de cet organigramme aussi, on a remis en place, on a mis en place des nouvelles fonctions, et notamment des fonctions d'expert technique et innovation. Et ce sont ces fonctions-là qui conduisent des projets qui sont des projets d'entreprise. Et pendant la crise Covid, moi je me suis souvenue, puisque je suis la petite fille des fondateurs, et mon grand-père disait « c'est en période de crise qu'il faut savoir investir ». Donc nous, pendant cette crise, on a investi. Et on investit de manière très lourde. C'est-à-dire qu'on est parti dans un programme d'investissement qui a été lauréat du plan de relance, qui pèse 1 500 000 €. Et on a donc 3 volets dans ce programme. Un volet digitalisation, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est attendu à la fois du management et des équipes. Notamment, on a un volet SIRH, mais aussi et surtout, je dirais, 2 robots
qui sont des robots qu'on a mis en œuvre. Donc toujours, j'insiste vraiment avec les équipes. Pour moi, c'est eux qui même ont réalisé les choses. On leur a proposé quelque chose qu'ils ont accepté et qu'ils ont conduit. C'est pas nous qui avons dit, tiens, on va acheter 2 robots, ça va se passer comme ça. Donc, ils ont vraiment conduit ça. Ces 2 robots, ils ont donc un robot de métrologie et un robot de soudage et de fabrication additive. Ces 2 robots, ils sont partis du même postulat de départ, c'est l'observation des métiers. L'observation de la pénibilité des postes, l'observation des problématiques de sécurité, de troubles musculo-squelettiques. Et donc, ces 2 robots, on les fait démarrer pour ça. On se dit aussi que sur la partie métrologie, je peux difficilement vous expliquer le cheminement, ce serait trop long, mais on observe qu'on a des techniciens Bac +2, +3 qui sont là à faire de la peinture toute la journée. La quête de sens, c'est une question. Donc, on a vraiment travaillé ça avec eux. Et donc, on a fait naître 2 robots. Hein, ils sont nés au printemps et à l'été. On vient de les inaugurer. Et voilà. Et aujourd'hui, l'équipe est ravie de ça. Et ça a une première vertu qui est donc de répondre à nos questionnements sur le travail. Et puis, ça a une deuxième vertu qui est la vertu de la fierté. D'avoir accompli collectivement quelque chose de grand. Puisque en l'occurrence, il y en a un, c'est une première nationale. Et le deuxième, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce qu'elle n'est pas parue, mais je vous invite à nous suivre ensuite sur les réseaux. On a nos collaborateurs un de nos collaborateurs qui dit le robot là, il y en a 3 en France, il y en a un chez Airbus Hélicoptère, il y en a un chez Stellantis, et le 3e il est chez nous. Voilà. Oui, c'est assez impressionnant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Maintenant, je pense qu'on peut passer au temps des questions. Alors, tout à fait. Merci beaucoup, Elias et Noah. Alors, il y en a eu plusieurs qui ont été posées. Je remercie Laurent, du coup, pour sa contribution active, puisqu'il a déjà répondu à quelques-unes d'entre elles. Alors, je regarde si néanmoins il y en a une qui lui est restée, qu'il n'y a pas… Alors, la dernière, c'était effectivement dans un contexte de crise successive dans lequel nous sommes rentrés, comment les entreprises parviennent à se reconsidérer. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si c'était le mot que la personne voulait mettre, et à trouver les ressources pour avancer et rester performante. En gros, comment, parce que vous êtes tous les deux à la tête d'entreprise, finalement, quand on voit cette accumulation, finalement, d'événements qui perturbent, comme disait Laurent, tous les schémas, tous les plans qu'on pouvait construire, comment on trouve systématiquement, finalement, des ressources aussi bien, on va dire, psychologiques que morales pour tenir, conserver la motivation et l'engagement de ces troupes, parce que c'est quand même un challenge finalement que vous êtes en train de vivre depuis ces dernières années. Alors, ou Laurent ou Laure qui a envie d'y répondre. Je veux bien répondre. Alors, je pense que ça passe par déjà l'optimisme du dirigeant. Oui, je pense que si le dirigeant n'y croit pas, c'est compliqué. On a besoin d'insuffler de l'énergie en permanence aux équipes. Alors, la chance que l'on a, c'est que, de par nos fonctions, on est là pour prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder plus loin. Moi, ma conviction, c'est tant qu'on regarde nos chaussures, de toute façon, on ne peut pas voir l'horizon. Et quand on voit l'horizon, on se dit qu'il y a des gros nuages, mais derrière, on voit un peu de soleil et on va bien trouver des solutions. Donc ça, c'est un élément important. Et chez nous, moi, ce qui m'apporte cette énergie-là, c'est la confiance que je porte à mes équipes, en fait. C'est que, quoi qu'il nous arrive, on est 100 à chercher des solutions. Oui. Donc, il y aura toujours une solution. Elle sera bien souvent pas parfaite, mais elle nous permet quand même de franchir une première étape, d'avancer, d'expérimenter. Quelquefois, c'est pas la bonne, mais on a appris et on avance. Mais c'est aussi de nourrir, on passe du temps à nourrir nos équipes dans le fait que expérimentons, on verra bien. Des fois, on n'a pas de moyens financiers,
et ben, on fait avec les moyens qu'on a. On se satisfait de ce qu'on a, parce que de toute façon, on n'en a pas plus. Et bien souvent, la dynamique qui se met en place fait qu'on trouve des solutions palliatives. Et puis, dans certains cas, on se dit c'est le moment d'investir, comme Laure l'a fait avec son entreprise. Si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, on va perdre du temps et on ne bénéficiera pas des progrès. C'est clair, oui, en tout cas, je pense qu'il y a une démarche de sincérité dont vous aviez parlé tout à l'heure, Laurent, qui, je pense, transpire jusqu'au niveau de chaque collaborateur et qui aide justement à créer ce sentiment un petit peu d'engagement et de motivation en permanence. Est-ce que, Laure, vous aviez, vous, un complément à donner sur cette question-là? Parce qu'il y en a encore deux autres. Alors, je rejoins complètement la position de Laurent sur le sujet. Si on ne croit pas en son équipe, il faut changer de métier. Donc, voilà. Après, malgré tout, ça interroge parce qu'on a thématisé le fait que les salariés soient fatigués. Les patrons aussi, à des moments. Moi, clairement, il y a aussi le réseau de pairs, les réseaux de pairs dans lesquels on se trouve. Parce que on va chercher de la ressource, parce qu'on va chercher des idées, parce que on va chercher aussi un espace de confiance où on peut lâcher voilà, les choses. Moi, je ne sais pas si Laurent connaît, voire même pratique. Je suis membre de l'APM et c'est un espace où on va se réénergiser. Très bien. Alors, alors là, c'était directement en lien avec vos propos, Laure, puisque dans la dernière question, il y a finalement ce regard attentif à l'observation des métiers pour les accompagner dans leur évolution est aussi un facteur qui montre que l'entreprise s'intéresse à chaque collaborateur. J'imagine que oui, quelque part. C'est pas à moi de répondre à cette question, mais pour moi, c'est clairement le. En tout cas, c'est clairement ce de quoi on est parti. C'est parce qu'on observe les gens, parce qu'on observe notre terrain, qu'on s'inspire. Donc, la réponse est dans la manière dont moi je vous l'ai présenté, qui est la façon dont ça s'est passé. C'est notamment le robot de soudage et de fabrication additive. C'est il y a plus de 15 ans qu'on l'a rêvé. Et parce qu'on a observé la pénibilité de ce métier qui est particulièrement rude. Donc oui, pour moi, c'est clairement parce qu'on s'intéresse à nos équipes qu'on fait ces robots. Mais il est évident que c'est pas tout de suite compris comme ça parce que c'est la culture française aussi. Alors, je sais pas, j'ai pas été questionnée à l'étranger sur le sujet, mais de dire tout de suite, on va mettre un robot pour remplacer les gens. Non, on va mettre un robot pour soulager les gens. Ouais, et ça, je pense qu'effectivement, on ne le dit pas assez. Et en plus, on voit effectivement que dans les études d'une dizaine d'années, on prévoyait que les robots puissent véritablement chasser les humains de l'entreprise. Et au final, on voit ces dernières années que ça a été plutôt le contraire, que ça a dopé aussi la compétitivité et la performance des entreprises et que du coup, ça a créé de l'activité qui elle-même a généré la création d'emplois. Donc, chez nous, en effet, non seulement ça ne détruit pas les emplois, alors on est passé de 4 contrôleurs à 3. Par contre, il y a un des 4 contrôleurs du début qui de toute façon aspirait à changer de métier, donc il a changé de métier. Et puis, on va recréer un métier périphérique qui va tourner autour de la logistique. Et là, par contre, ce que ça interroge, et ça va être les enjeux des équipes de demain, des dirigeants de demain, mais aussi de leurs collaborateurs, c'est de réfléchir à ces nouveaux métiers. D'ailleurs, est-ce qu'on va demain appeler ce qu'on appelle aujourd'hui métier des métiers ou des compétences, tout simplement. C'est plus des assemblages de compétences qu'on va avoir demain que des métiers. C'est vrai. Ouais, tout à fait, c'est pertinent, effectivement.
Et pour revenir sur le champ et la discipline des écoles, on a une question qui concerne effectivement la formation, hein, justement aussi. Donc, ça va être pour toi, Aurélie. Comment dans les écoles, on prépare les étudiants à affronter cette nouvelle conjoncture, hein, ce qui est effectivement intéressant pour eux qui vont rentrer dans le marché du travail dans une configuration un peu particulière, hein. Oui, alors c'est une question qu'on se pose, hein, parce que nous aussi, tout ça, ça nous interroge sur quel type de connaissances il faut qu'on arrive à transmettre à nos étudiants pour non seulement qu'ils trouvent leur place dans les entreprises, hein, parce que l'insertion professionnelle, c'est une priorité, mais aussi pour que tout simplement, ils soient des citoyens épanouis. Et alors, nous, on a choisi d'y travailler. Je pense que c'est le cas de toutes les écoles de l'IMT, mais on a choisi d'y travailler en les incitant et en les mettant en situation de développer leur esprit critique et la prise de recul. Parce que en arrivant justement on a vraiment mis beaucoup l'accent là-dessus ces dernières années, parce qu'en développant un esprit critique qui soit constructif, hein, qui soit pas un esprit pour critiquer, mais qui soit ce qu'on appelle vraiment l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à remettre en question ce qui paraît évident, et en travaillant vraiment la compétence de prise de recul. Alors, on fait ce qu'expliquait Laurent, c'est-à-dire qu'on arrive à regarder un peu l'horizon et pas à regarder uniquement ses lacets et à s'enfermer dans le fait que ces lacets ne sont pas forcément bien noués. Donc, c'est ce qu'on essaye vraiment de leur apprendre. Et là, c'est vrai que c'est un gros changement pour les écoles, soyons clairs, parce que jusque dans les années 2010, on était beaucoup sur la transmission de méthodes et d'outils, hein, qu'il fallait connaître pour être compétent sur le marché du travail. C'est vrai qu'il y a des méthodes et des outils qu'il faut maîtriser, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est cet esprit critique et cette capacité à se poser des questions, à se remettre en question, et donc constamment à apprendre, qui va permettre de faire face aux évolutions en cours, quoi. Mais bon, moi, là-dessus, je suis très optimiste, parce que je pense que si on sait écouter les collaborateurs et si les dirigeants savent aussi s'écouter, on est des êtres humains, on s'est toujours adapté, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Absolument. Merci Aurélie. Et on a une dernière question qui là concerne principalement un peu nos 3 chefs d'entreprise présents. Est-ce que vous pensez que dans l'industrie, les entreprises devraient plus faire connaître leurs activités et leurs métiers pour favoriser des choix de carrière professionnelle dans ce secteur et se rendre ainsi plus attractives, même si le télétravail ne peut pas forcément se déployer aussi massivement dans les autres secteurs? Alors, Boris t'en a parlé, donc si tu veux en profiter pour répondre, n'hésite pas, parce qu'effectivement, c'est un petit peu notre aussi cheval de bataille que de communiquer sur l'industrie et ses métiers pour les faire découvrir et pour effectivement voir et constater que c'est aussi des lieux d'épanouissement quand on a, quand on est dans des entreprises comme les 3 que nous avons, eh bien effectivement, il y a une écoute et ça permet effectivement de pouvoir s'y épanouir. Boris, si tu voulais peut-être… Oui, alors il n'y a plus la vidéo, mais il y a encore le son. Effectivement, je pense qu'il nous incombe de travailler sur l'attractivité de l'industrie. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, modestement, de notre côté. Par exemple, on a participé aux initiatives de l'usine extraordinaire à 3 reprises pour aller rencontrer des jeunes et discuter avec eux et amener l'usine au cœur des cités qui étaient Paris et puis Marseille, avec des visites virtuelles, avec une description des métiers, avec de la réalité virtuelle aussi pour faire comprendre ce qu'on faisait. Il est clair que l'on souffre. Alors ça change un peu maintenant, parce que j'ai l'impression que les esprits sont plus favorables à l'industrie aujourd'hui en France qu'ils ne l'étaient il y a encore 2 ou 3 ans. Mais on souffre encore d'une image d'Épinal. Or, très sincèrement, je pense qu'on a la chance dans l'industrie de pouvoir faire du tangible. C'est-à-dire de pouvoir collectivement, en agrégeant des compétences diverses et variées, des générations différentes, des gens d'horizons différents, de pouvoir collaborer ensemble à fabriquer des objets concrets, des solutions concrètes.
et ça crée énormément de satisfaction. Ça donne vraiment du sens. Et dans des conditions de travail qui se sont quand même largement améliorées, l'ergonomie, la sécurité sont passées par là. Enfin, la sécurité, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas transiger dans l'industrie. Donc, on a effectivement aujourd'hui des usines dans lesquelles les conditions de travail sont infiniment plus tolérables et agréables qu'elles ne l'étaient à l'époque de Zola. On est dans un monde complètement différent et il y a des tas de métiers intéressants. L'opérateur de ligne aujourd'hui, qui se trouve sur la ligne de prod, chez nous, il est entouré de machines-outils. Parfois, il a 2-3 millions d'euros d'investissement autour de lui. Il doit prendre des décisions à tout moment sur les pièces qu'il réalise, sur la qualité des pièces, sur la manière dont il gère ses priorités. C'est extrêmement enrichissant et valorisant. Et lorsque l'on améliore les process dans l'usine, il est impliqué. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais je crois que c'est vraiment un métier ou un monde dans lequel on peut vraiment se réaliser et puis transformer aussi l'industrie. On a besoin de ce mix générationnel. On a besoin des anciens qui savent et qui ont de l'expérience et des jeunes qui sont capables de penser hors du cadre, qui ont cette conscience environnementale chevillée au corps, qui vont nous permettre d'aller vers, et on le fait déjà, vers des produits qui sont éco-conçus. Par exemple, à Lille, on vient dans notre usine de pompes pour l'assainissement à Lille, on a lancé un produit il y a 2 ans qui est complètement éco-conçu. Ça veut dire qu'on a considéré depuis de A à Z l'impact environnemental du produit dans sa conception, dans son usage, dans sa facilité de recyclage. On utilise des fonderies qui sont à 60% recyclées, qui sont en Europe de l'Ouest parce que le coût du transport est bien moins, comment dirais-je, délétère du point de vue de l'environnement que ne seraient des fonderies à l'autre bout du monde. Donc, on a pris ça en compte et c'est l'équipe de développement elle-même, c'est pas venu d'en haut, c'est l'équipe de développement elle-même qui a dit, nous, on veut que ce soit éco-conçu. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt des jeunes dans l'industrie, c'est de transformer cette dernière pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement et qu'elle puisse être innovante à la fois sur ses produits et sur ses modèles économiques. Donc oui, je pense qu'il y a tout à faire et on a cette responsabilité de changement de l'image de l'industrie. Mais encore une fois, j'utilise la plateforme que nous propose ce soir l'IMT pour faire encore une fois la promotion de l'industrie et dire qu'on a besoin des ingénieurs que forment l'IMT et d'autres écoles dans l'industrie. Je crois que c'est vraiment un monde dans lequel on peut complètement se réaliser. Merci beaucoup, Boris. Est-ce que Laurent ou Laure, vous aviez envie effectivement aussi de rajouter quelque chose sur ce sujet en particulier, l'attractivité des métiers, la connaissance des métiers de l'industrie? Alors, sur l'attractivité, je pense qu'un de nos rôles, c'est d'ouvrir nos portes aussi. C'est de faire rentrer les étudiants, les écoles, d'être beaucoup plus interconnectés avec le milieu éducatif et à tous les niveaux, pour faire découvrir concrètement ce qu'est l'industrie. Voilà, nous, on est souvent sollicités et puis quand on doit intervenir, d'ailleurs, on vient avec nos opérateurs de production. On dit, il y a personne de mieux qu'un opérateur, voire même une opératrice, pour dire, oui, dans l'industrie, le travail, c'est au féminin. Et même si on est sur des lignes de production, les équipements ont tellement évolué que maintenant, en fait, c'est plus genré, quoi. Donc, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans la promotion et montrer sincèrement comment ça se passe, quoi. Voilà. Merci, Laurent. Laure, vous vouliez conclure? Oui. Oui, et 1000 fois oui, il faut qu'on soit au devant. Moi, ça fait plus de 10 ans que je me bats pour ça. J'ai été une des premières, sans doute, à faire des vidéos pour diffuser sur les réseaux, et en prenant des cas, des cas typiques. Nous, on est pro-apprentissage, donc pour des formations par apprentissage. Et quand je dis on est pro-apprentissage, c'est qu'on emmène nos apprentis jusqu'au niveau d'ingénieur.
Donc, c'est l'apprentissage comme filière d'excellence, l'industrie et elle, et les femmes, les reconversions. On a fait 3 vidéos qui étaient orientées sur ces thématiques-là il y a déjà plus de 10 ans. C'est quelque chose d'hyper important et j'ai une dimension supplémentaire à ça, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la fierté des équipes. C'est à 360 degrés, c'est-à-dire que on parle de l'industrie, on va parler de nous. Nous, on essaye depuis des années de sortir justement de ces images d'Épinal, Boris. La première, effectivement, celle de Germinal, parce qu'on est dans la métallurgie. Et la seconde, je dis, moi, je suis coincée entre Germinal et la petite Fadette, parce que nous, on est dans le pays de Georges Sand. Donc, voilà, sortir de ça, montrer des entreprises dynamiques, c'est non seulement intéressant pour ceux qui pourraient les intégrer, mais aussi pour l'entreprise et pour l'esprit de corps de l'entreprise, l'esprit collectif, la fierté collective, de faire finalement aussi mettre en avant des collaborateurs et des collaboratrices et notre entreprise. J'ajoute une petite astuce qu'on a mise en place nous, il y a quelques années et qu'on renouvelle tant que l'on peut. Ce qu'on fait, c'est la journée des familles. C'est-à-dire que ce sont nos collaborateurs qui invitent les personnes qui souhaitent, alors qu'ils soient, on l'appelle journée des familles, mais ça peut être des amis ou des connaissances autres, et ils font leurs propres invitations et ils font venir les gens sur le lieu de travail. Ça nous évite de faire les fameuses journées portes ouvertes qui sont ingérables quand on a un site qui fait 4000 m². Mais c'est vraiment un super moment où les gens se retrouvent, vraiment. Et encore un nouveau moment de convivialité. Voilà, avec les barres à bonbons et les ballons pour les enfants. Tout ce qu'il faut, absolument. Absolument. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment toutes et tous pour ces échanges et ces contributions qui sont chaque fois hyper intéressantes et j'espère aussi inspirantes pour nos étudiants. Donc, voilà, pour résumer un petit peu, donc voilà, on est tous à constater effectivement cette accélération un petit peu des tendances qui sont déjà à l'œuvre dans le monde du travail, la place croissante du digital, tel qu'Aurélie nous l'a présenté, un virage de plus en plus sensible aussi vers l'individualisation, l'entrée dans les habitudes du télétravail et l'émergence de nouvelles attentes sociales des collaborateurs et du travail, bien sûr, dans sa globalité dans l'entreprise. Et enfin, une page blanche, quand même, puisque c'est cette situation de permacrise, de crise permanente, c'est aussi une page blanche devant nous, opérateurs de formation, et vous, industriels, êtes dorénavant confrontés. Donc, il faut imaginer le futur du travail pour rester attractif, recruter, fidéliser ses effectifs et rester toujours performant et compétitif, en développant sûrement de nouvelles pratiques managériales. Ça, c'est un petit peu le défi des écoles aussi, mais aussi des pratiques des managers, avec de nouveaux outils, des nouvelles organisations, lieux et rythmes repensés. Ça fait quand même beaucoup de choses voilà, à envisager. Mais voilà, comme le disait, je pense, tout le monde, Aurélie, Laurent et Laure, je pense que voilà, les entreprises ont quand même cette capacité à trouver, à se reconfigurer aussi en permanence pour inventer des nouvelles choses. Donc, je pense que malgré voilà, cette situation, il y a peut-être aussi du positif derrière dans les évolutions qui se présentent pour que finalement, le futur, ce fameux futur de travail soit peut-être aussi plus inclusif et plus responsable. En tout cas, c'est ce que chacun prône et espère. Et donc, avant de finir et de conclure ce live, je vous invite également à nous rejoindre dans le groupe Osons l'Industrie sur LinkedIn, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à vous dire qu'il y aura un replay disponible entre demain ou le début de semaine prochaine, mais je pense que peut-être demain, vous pourrez déjà l'avoir, et qu'effectivement, donc dorénavant, nous serons aussi voilà, en live sur YouTube et peut-être un de ces jours aussi sur Twitch. On va peut-être s'y mettre aussi, comme tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, ça a été vraiment avec un grand plaisir
de pouvoir voilà, vous accueillir et puis pouvoir se poser un petit peu cette question complètement d'actualité et d'avoir aussi vos ressentis et puis surtout votre retour d'expérience sur le sujet. Un grand merci à vous et puis je vous souhaite une très bonne soirée et puis peut-être voilà, à bientôt sur d'autres projets que nous pourrons conduire avec l'Observatoire et chacun de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à Bonne vous. soirée. Au revoir, merci. Au revoir. C'est une bonne soirée.